Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement d'actions de prix et de ce genre de choses. Je pense qu'on va aller, étant donné qu'on est en fin de mois, faire une analyse du momentum également en monthly et puis assez peu de sujets, en tout cas de ce que j'en ai vu sur lesquels attaquer. Donc du coup, sur le fondamental, à mon avis, ça va être assez rapide. On est là sur le Bitcoin face au dollar, comme d'habitude, qui est ici en bas. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir, ici vous avez le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Ici vous avez l'or tout simplement, et là vous avez le dollar mais en inversé, c'est-à-dire que la charte est à l'envers. Concrètement, ce qu'on peut remarquer, en tout cas moi je trouve, c'est que on a quelque chose d'assez suspicieux, en tout cas en partie. Depuis, vous le voyez là où j'ai posé mon curseur, où finalement on a effectivement un dollar qui est à l'augmentation, puisque là vous le voyez il diminue, mais par contre à l'inverse on a un S&P qui augmente, un Bitcoin qui augmente également, et un or qui est plutôt à la latéralisation dans cette zone. Donc ça c'est intéressant. Une des grosses questions qu'il faut se poser pour ce début d'année, c'est à quoi va corréler Bitcoin. Est-ce que Bitcoin va corréler à l'or? Est-ce que ça va devenir l'or digital? Est-ce qu'il va corréler au S&P ou peut-être plutôt au Nasdaq, c'est-à-dire les plus grosses actions, on va dire, technologiques? Dans quelle case, finalement, les hedge funds, les gros portefeuilles vont venir mettre Bitcoin à ce stade? C'est vraiment une question fondamentale qu'il faut se poser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le S&P nous donne un plus haut depuis facilement une dizaine de mois. Vous le voyez, c'est ici. Et donc, en l'occurrence, oui, la dernière fois qu'on a atteint ces niveaux-là, c'était en août 2022. Et vous le voyez, on a cassé ici une forme de résistance. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le marché recommence à repasser, entre guillemets, risk-on. Je peux réinvestir sur du Microsoft, du Tesla, ce genre de choses. Je peux réinvestir même sur du Dow Jones, du Coca-Cola, voilà. On est peut-être dans une fenêtre relativement intéressante. Vous comprenez que c'est le cas depuis le plus bas au 3808 ici. Mais le fait que le S&P dépasse les 4202 est plutôt une bonne chose. L'or, il nous a fait un joli rallye, lui, depuis mars, tout simplement parce que on était en train de passer sur des taux d'intérêt qui, eux, pour le coup, étaient d'une certaine manière à l'augmentation, et où donc, du coup, vous comprenez qu'ici, ça devient intéressant, même dans un contexte de crise bancaire, le contexte est très favorable à l'or. Beaucoup de gens qui s'intéressent à l'or, tout simplement parce que il vaut peut-être mieux avoir de l'or, même de l'or papier, que tout simplement avoir des comptes en banque, en l'occurrence, ou du cash ou du dollar, ou même à la limite j'aurais tendance à dire il vaut mieux presque avoir des actions que du dollar dans le contexte actuel, mais ça c'est mon avis. Ensuite ici vous le voyez, et je vous note ici la même période, là où on a eu un S&P qui a fait cette espèce de canal ascendant. Vous voyez que je recommence ici au début du canal ascendant, donc on est là autour du 12 avril, il y a de ça un mois. Bitcoin est plutôt lui dans un canal descendant, d'accord? Même chose également, et je prends le même endroit au début de ma structure, j'ai un or qui semble avoir fait un double top, en tout cas c'est plus ou moins ce qu'il est en train de nous poser ici. Il a perdu le support qui était censé se trouver un petit peu plus haut, quelque part par là, voilà. On voit qu'il a rebondi une fois dessus, deux fois dessus, et là actuellement il est en train de le perdre et de potentiellement le retester. Donc là où on peut dire qu'il y a quelque chose de spécifique dans ce dashboard, dans cette charte que je suis en train de vous montrer, c'est qu'en fait on voit très bien ici, voilà, à peu près vers le 13 avril, la zone qui est là, je vais vous le marquer sur à peu près toutes les charts, comme ça vous allez comprendre. Voilà, au 13 avril, une forme de cassure, quelque chose qui se passe. En l'occurrence, vous le voyez, si on regarde la charte depuis le 13 avril, j'ai un Bitcoin qui ne corrèle pas du tout au S&P 500. J'ai peut-être potentiellement plutôt une corrélation à l'or. Et si je vous montre ici le 13 avril, quelque part par là, sur le dollar, en inversé, donc attention aux faux amis. Hop, ici, voilà, on va y arriver. Donc là, exactement le même endroit, la même brèche, la même date, on va dire. Pour le coup, vous le voyez ici que j'ai un dollar qui est plutôt haussier, puisque là, vous le voyez qui descend.
Je rappelle que la charte est inversée et donc du coup, en théorie, on va dire, on pourrait penser éventuellement que le fait d'avoir un dollar haussier, normalement, devrait faire effectivement corriger le S&P. Ça n'est pas le cas. Donc j'ai un dollar qui est un dollar menteur par rapport au S&P, qui n'est pas extrêmement menteur par rapport à Bitcoin et qui n'est pas non plus extrêmement menteur par rapport à l'or. Ça, c'était pour faire un point un petit peu macro, un peu avec du zoom out. À quoi est-ce qu'on est corrélé, qu'est-ce que réellement on peut regarder ici dans la zone. Vous voyez que en gros ce qui est entre guillemets pas normal, c'est que le dollar ici est en train de hausser alors que on a un Bitcoin qui lui est en train de corriger, mais assez finalement tient relativement bien ses supports. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup la corrélation inverse Bitcoin dollar est plutôt respectée quand même à ce stade. Par contre j'ai quelque chose ici qui n'est pas forcément extrêmement normal du côté du S&P. La décorrélation, voilà, j'y arrive. La décorrélation d'entre le Bitcoin et le S&P, ça fait plusieurs mois que nous on en parle et qu'on la défend sur la chaîne. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois qu'on dit qu'on pense que effectivement il va y avoir une décorrélation de Bitcoin avec le S&P 500 et vous voyez que ça a plutôt bien marché puisque c'est le cas. La corrélation inverse dollar haussier égale Bitcoin baissier, pour le moment Bitcoin tient plutôt bien. Ici il faut comprendre que ce type d'action sur le dollar, donc d'action haussière, vous comprenez qu'ici on était à 101, là on monte à 104, 105, théoriquement ça devrait beaucoup plus plomber Bitcoin et ça n'est pas extrêmement le cas à ce stade, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Corrélation entre BTC et l'or, oui pourquoi pas, mais il va falloir attendre ici qu'on ait plus de confirmation pour aller dans ce sens-là. On va désormais passer sur le Bitcoin tout seul. Alors, en termes, on va regarder ici, je pense plutôt du momentum aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Déjà, ce qu'on peut regarder par rapport au mois de mai, c'est que c'est le premier mois baissier depuis 1, 2, 3 bougies haussières. Bon, celle-ci était plutôt flat, mais c'est quand même suffisamment important pour le noter. Globalement, d'une certaine manière, on a quand même ce genre de pattern assez souvent, 3 ou 4 bougies de mois haussiers, et puis une bougie baissière. Donc à ce stade-là, pas vraiment d'inquiétude à avoir. Si jamais je regarde le momentum, vous voyez qu'on est autour des 50 de RSI. Pour le moment, j'ai un RSI qui est plutôt dans une phase haussière, c'est normal, depuis les 17 000 $, on a quand même pris plus 70% sur Bitcoin, donc c'est relativement normal. En ce qui concerne le RSI stochastique, je suis autour des 65, et vous voyez qu'on n'a pas du tout de ligne de signal qui se rapproche, les lignes rouges et bleues ne se rapprochent pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et le Choppiness Index, donc l'indice de volatilité, qui commence ici à être autour des 40, donc c'est quelque chose de, entre guillemets, pas trop mal. En ce qui concerne le Market Cypher, quelque chose que je regarde assez souvent, surtout dans les grandes time frames. Personnellement, je suis assez fan dans les time frames importantes. Vous voyez qu'on avait un point d'achat ici, qui était noté. Donc sur le Cypher, ça nous donnait à peu près le parfait bottom, enfin à quelques milliers de dollars près. On doit être ici, on était aux 15 000, et je pense que quand on a eu cette pastille, il aurait fallu attendre le début du mois suivant pour être sûr qu'elle soit vraiment confirmée. Donc malheureusement, on serait peut-être rentré autour des 22 000 $. Bon, là on est à 27, c'est déjà pas trop mal. Et ici, vous voyez la corrélation en monthly d'avec le S&P 500. Du coup, je pense que c'est le S&P 500. On va vérifier ça. Hop, comme ça, pardon. Hop, comme ceci. Où est-ce qu'il est le coco? Non, il n'est pas là. Voilà. Oui, c'est le S&P. Alors en monthly, assez difficile de montrer des corrélations. Il faut plutôt descendre dans les time frames ici. Vous voyez qu'on est plutôt en train de décorréler depuis, comme je vous le disais, le 12 avril. Donc là, on regarde le weekly. Sur le weekly, là où c'est intéressant, c'est que j'avais, entre guillemets, un momentum baissier. On va essayer de récupérer un peu la charte ici. J'avais un momentum baissier sur le stochastique et ça depuis un bon petit moment, et on est tout juste en train de croiser bullish. Donc sur le weekly, la nouvelle c'est que c'est la première fois que sur le stochastique on va croiser bullish alors qu'on était bearish désormais depuis le 10 avril 2023.
Donc ça, c'est relativement important à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Vous voyez que là, on était sur un shop également qui était relativement faible. On a eu ce canal baissier que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le Cypher, on a eu ce point de vente, mais j'ai une VWAP ici, la jaune, qui se rapproche du zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, cette vague de vente va peut-être se terminer. On le voit d'ailleurs ici, quand on croise entre la zone bleue, ici, vous le voyez, on a peut-être une fermeture de vague qui est en train de se faire. C'est dû tout simplement à l'action de prix depuis dimanche dernier, qui est plutôt... toute cette semaine, on a eu une action de prix plutôt positive. Et vous voyez, depuis le 15 mai, j'ai une VWAP qui se rapproche du zéro. La ligne rouge que vous voyez là, c'est est-ce que l'argent rentre ou sort du projet, donc en l'occurrence de Bitcoin. Et vous voyez qu'on est sur une très grande vague de sortie d'argent. Est-ce qu'on peut penser que c'est la fin? Est-ce qu'on peut ici dessiner une cuvette et se dire que c'est la fin? Pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour en parler, mais vous voyez que assez souvent sur le money flow, donc cette droite là ici verte et rouge, ici l'argent rentre sur le projet, ici l'argent en sort, et bien en l'occurrence assez souvent on se dessine plutôt pas mal de ce côté-là. On va prendre maintenant le daily puisqu'on est dans le momentum. Ça fait, j'en fais pas extrêmement souvent, donc du coup, profitons-en. Sur le daily, qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé un support ici autour des 37 de RSI et ça autour du 13 mai. Et en l'occurrence, peut-être un bottom ici. On retape les 57 de RSI. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller retaper ici les 100. Donc, comme on avait un petit peu autour du 14 avril. Ensuite, sur le stochastique, on est autour de 80. Donc là, pour le coup, ça signifie que peut-être en daily, on touche le haut de quelque chose. Soit on accepte pendant longtemps de ramper en haut du stochastique avec un stochastique autour des 90-96, donc ça c'est le meilleur cas. Vous le voyez ici, on était déjà à fond de stochastique à ce point là et pourtant on a eu encore une poussée et ensuite une grosse latéralisation dans la zone et en fait finalement le stochastique avait reset alors que le prix était à plat, donc ça c'est intéressant. Et par contre sur le shop en daily, vous voyez qu'on était assez fort au niveau du shop ici quand on était au plus bas entre guillemets des 26 000, quand on a retesté les 26 000 la dernière fois, et en l'occurrence, vous voyez qu'on est en train de décharger ici le shop, donc la volatilité, mais par contre, on la décharge vers le haut. Visiblement, on est en train ici de peut-être potentiellement avoir une action haussière. Ici, on avait un stock qui était à 0. Vous voyez que désormais, on est à 87 en daily. On avait cette divergence haussière sur le Market Cypher qui était intéressante à noter. Et vous voyez que effectivement, on a poussé assez fort. Hein. Si je vous mets le prix en face, à partir du moment où on a fait cette div haussière, et ben vous voyez que ça nous donne le jour d'après très exactement cette petite poussée. Et puis derrière, une VWAP qui pour le coup, elle, en daily se rapproche du zéro. Et au niveau du money flow, on peut pas vraiment dire grand chose. Mais en l'occurrence, cette VWAP qui se rapproche du zéro n'est pas une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que on est en train de perdre ici on a, vous le voyez, une vague d'achat. Hein, le momentum est haussier là, dans cette zone-là. Ce qu'on veut, c'est faire des très grandes vagues d'achat, bien évidemment. En tout cas, pour les portefeuilles d'investissement, c'est plutôt une bonne chose. Et là, en l'occurrence, le fait que la VWAP se rapproche du zéro n'est pas une très bonne nouvelle. On a par contre de temps en temps des VWAP, vous le voyez, qui se rapprochent du zéro, mais malgré ça, on continue des vagues haussières au niveau du momentum. Donc ça, c'est plutôt important à noter. Et quand on regarde en daily, donc plus petite time frame, vous voyez qu'on est complètement déconnecté du S&P 500, et ça depuis désormais, ce fameux moment autour du 13-14 avril, qui encore une fois correspond, je pense, en tout cas, au CPI du mois de mars. Le prochain CPI, donc l'indice des prix à la consommation, on l'aura autour du 10 du mois de juin. Pour l'instant, on va avoir de la macro cette semaine. Hein. Il va y avoir des choses qui vont sortir, notamment, et on l'a vu hier, qu'est-ce qu'on a en macro? On a le PMI qui va sortir, donc ça c'est pas extrêmement intéressant. Voilà, en général en dessous des 50, c'est plutôt récessif. Ensuite, on a surtout, et ça c'est très important, le rapport ADP qui pour le coup sortira demain à 14h15, mais surtout le rapport officiel de l'emploi aux États-Unis qui lui sortira vendredi. Donc l'ADP peut nous donner une idée de ce que va nous donner tout simplement le rapport officiel du Bureau of Labor Statistics.
Et puis voilà, c'est pas une semaine extrêmement chargée, si ce n'est ces fameuses news par rapport au chômage. Ce qu'on veut, c'est que finalement il y ait un petit peu de chômage, mais pas trop, d'une certaine manière. En tout cas pour les actifs entre guillemets risqués, ça serait plutôt une bonne chose, au sens où tout simplement, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que potentiellement la Fed peut commencer à calmer la hausse des taux. Pour le moment, le marché est plutôt en train de pricer le fait que la Fed au prochain coup, donc le 14 juin, quand on aura le prochain meeting, va augmenter ses taux de 0,25%, 25 points de base. Vous voyez que les 2/3 du marché est en train de penser ça. Donc on a un petit flip par rapport à ce qui se passait début mai. Ou en l'occurrence, début mai, on était plutôt sur exactement la statistique inverse, c'est-à-dire les 2/3 du marché qui pensaient qu'on n'allait rien faire, et les 2/3 un tiers du marché qui pensait qu'on allait augmenter. Donc au mois de mai, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose durant la deuxième quinzaine de mai, potentiellement sur fond de ce que nous a dit les Fed, etc. Si jamais on regarde ce qui se passe au niveau de l'inflation, et notamment sur le mois de mai, on a quand même pas mal corrigé. Vous voyez ici qu'au 1er mai, on était à 3,95 sur Trueflation et on a terminé le mois de mai à 2,84. Donc une perte de 1,10% sur cet indice-là qui pourrait nous annoncer de l'inflation. Ici, par contre, on parle du headline CPI. Ça veut dire que ça inclut bien évidemment tout ce qui est dépenses de transport, donc pétrole, etc. et également la bouffe. Alors que ce que regarde réellement la Fed, c'est plutôt le core CPI ou voire le core PCI, mais c'est plutôt la partie qu'on appellerait en français sous-jacent, c'est-à-dire on exclut tout simplement la bouffe et le pétrole de tout ça. Si on regarde l'indice de la Fed de Cleveland, qui est un indice relativement intéressant, qui pour le moment, en tout cas pour cette année-là, a pas mal scoré. Qu'est-ce que nous dit cet indice-là? Il nous dit que en year over year, on sera à 4,12. Actuellement, on est à 4,90. Donc ça sous-entend sur le CPI normal une forte correction. Et le core CPI, actuellement, on est à combien? Je vais regarder ça. Donc pour le coup, cet indice est plutôt optimiste sur ce qui va se passer le 10 mai. Étant donné qu'on termine le mois, vous comprenez qu'on peut faire une analyse de l'inflation relativement intéressante, puisque ça y est, le mois est fini, donc on peut éventuellement rétro-pédaler au niveau de la data et aller regarder un petit peu ce qui se passe. Je cherche moi-même ce que je cherche, voilà. Donc on est en 4,90 en headline CPI et on était au niveau du core CPI à 5,5 et vous voyez que la Fed de Cleveland nous donne, c'est ici, 5,34, donc très légère diminution du core CPI. Je pense personnellement qu'on pourrait être légèrement en dessous de ça, qu'on pourrait plutôt avoir un pas trop mauvais CPI pour ce mois de mai, tout simplement parce que d'une certaine manière, il semblerait que déjà Trueflation nous le dit. Trueflation nous dit, moi je vois une baisse de un bon gros point. Excusez-moi, du coup, me suis emballé les pinceaux, mais on a dit qu'on était passé de 3,95 à 2,84, donc ça fait 1,10 en moins. Sur le headline, donc sur celui-ci, j'ai dit qu'on était à 4,90, en l'occurrence ça fait 0,88. Donc là, ça nous dirait plutôt que peut-être le CPI se trouverait autour de 3,90, quelque chose comme ça, 4. Et donc du coup ça nous donnerait un headline qui serait un core CPI qui serait légèrement en dessous des prévisions. On va ici attendre que tout ça se mette en place. Ce qui est intéressant bien évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe au mois le mois. Vous comprenez que quand on regarde le year over year, en fait on fait M-12, le nombre de mois -12, donc on efface un chiffre. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on efface comme chiffre, puisqu'on va aller au bout de cette analyse-là. Du coup, excusez-moi, ça sera potentiellement un petit peu long. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'on avait il y a 12 mois? Donc là, on est à la barre du 1er avril.
1er mai, 1er avril, voilà. Donc on effacé un 6,3, on était dans une relative augmentation / plateau. Donc non, on n'efface pas un chiffre énorme, je veux dire par rapport à la... il faudra regarder toutes les sommes ici des mois le mois, mais on n'efface pas un chiffre énorme, donc attention à ce petit plateau. Peut-être que potentiellement, effectivement, du coup, on pourrait donner raison à la Fed de Cleveland et à son outil. En ce qui concerne les news, je vais passer très rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Ici, vous le voyez, mais on a déjà abordé un petit peu le sujet en introduction. JP Morgan qui voit un Bitcoin à 45 000 $, et ce grâce à l'or. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus ici d'entités, de grosses institutions qui commencent à réfléchir à Bitcoin en termes d'or numérique. Beaucoup plus que tout simplement un asset qui soit un actif technologique, donc une possible révolution, là où avant par exemple vous seriez rentré sur je sais pas, Amazon ou Microsoft ou ce genre de choses, beaucoup de gens vous aurez peut-être pris pour un fou. Eh bien en l'occurrence là, ce qu'on peut voir sur cette idée là, c'est que potentiellement on est déjà en train de rentrer dans un type d'adoption qui fait que les gens achètent du Bitcoin parce que c'est une réserve de valeur. L'USDT qui commence à miner du Bitcoin en Uruguay, donc ça c'est intéressant aussi quand même. Et puis voilà, gouvernement de Bali, je pense que le plafond de la dette, on a beaucoup insisté là-dessus. Donc pour moi, voilà, on a terminé tout ce qui est autour de la news. On va désormais traiter la liquidité, mais avant ça, je vous envoie comme d'habitude la page de pub concernant les partenaires de la chaîne. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Je reviens juste sur une news que j'ai oublié de donner. En ce moment, vous avez un meeting de l'OPEC+, donc tout ce qui est cartel du pétrole, voilà. Et en l'occurrence, en ce moment, ce qui est dit, les bruits qui courent, entre guillemets, c'est que à la suite de cette réunion-là, étant donné que le pétrole se négocie de plus en plus bas, on risque d'avoir une nouvelle décision de réduction de la production de pétrole du côté de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que tout
tout simplement ils veulent maintenir les prix hauts, et donc du coup ça voudrait dire qu'on aurait potentiellement encore de l'upside à voir du côté des prix du pétrole. Donc attention, si vous êtes sur, on va dire, tout ce qui est trading de matières premières, personnellement je me mettrais pas trop dans l'idée de shorter le pétrole en ce moment, tout simplement parce que oui, certes on est en marché où on est en train de pricer une récession et donc les prix diminuent, mais également on est sur des cartels qui décident de tout simplement diminuer leur production, et en général ça fait pumper les prix, bien évidemment. 55 millions de liquidés hier, dont 26 millions, donc la moitié, sur Bitcoin plus Ethereum. Globalement, on est dans la normalité, peut-être une journée pas extrêmement volatile. Vous voyez que ce qu'on liquide principalement, c'est du long, un petit peu de short de ce côté-là. Les coins qui ont un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est toujours Ordinals, Coinflux, PEP, Optimistic, Lina qui nous refait encore 3,35 millions. XRP bien évidemment, Solana, Litecoin, Arbitrum et Coinflux. On va aller voir le carnet d'ordre. Excusez-moi, j'ai bugué. Hop. On va aller voir le carnet d'ordre avec des ordres, beaucoup d'ordres à l'achat, vous le voyez ici, qui ont disparu. Peut-être qu'ils se sont faxés ici, mais désormais ils ont l'air de s'être compactés, vous le voyez ici, dans la zone. Donc très potentiellement quelqu'un qui a quand même un petit peu des moyens et qui a très envie d'acheter. On est là sur à peu près 200-250 bitcoins, donc c'est pas énorme. Cela dit, à court terme, il faudra quand même, si on veut descendre en dessous des 27 490 $, absorber cette fameuse volonté d'achat de à peu près 200-250 bitcoins, encore une fois. On est même à peu près dans une zone où on est à 350 bitcoins à passer. C'est pas impassable, s'il y a le momentum, on ira et on viendra les chercher. Dans les ordres à la vente, à l'inverse, on n'a pas grand chose non plus avant les 28 500, 200 bitcoins à la vente. Ensuite, quand on regarde les marchés en levier, hop, on va se mettre sur BTC ici. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de traiter Ethereum en ce qui concerne les charts, mais c'est pas grave, on va le faire ici. Ce qu'on avait dit sur BTC, c'est attention, on a de la liquidité en dessous. Pour le moment, le prix n'a rien fait. Donc du coup, voilà, on a à peine attaqué. On voyait qu'on a dessiné un nouveau petit support. Ici, on ira voir les plus petites time frames après. Mais pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose de ce côté-là. Si on peut ici réinitialiser et voir un petit peu ce qu'on a dessiné depuis. En l'occurrence ici, j'ai un point où on a pas mal été shorté. C'est ce qui nous a donné ce pump supplémentaire derrière. Enfin, ce qui nous a donné, c'est pas forcément la raison. Et là j'ai un prix qui latéralise et un funding qui latéralise, donc rien de spécial de ce côté là. Attention, parce qu'en général autour des 6,33 milliards, là où j'ai mis cette grosse borne rouge, on a tendance à déleverager, donc il faudra surveiller ça. Des spreads qui sont toujours négatifs, donc ça c'est pas très bon. Moi je préfère quand ils sont positifs, personnellement. En tout cas je trouve que c'est plus haussier. Et que c'est des mouvements haussiers où du coup la liquidité importe moins. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, quand les spreads sont négatifs, vous allez pouvoir beaucoup regarder ce qu'on regarde là en ce moment. Quand les spreads sont positifs, c'est plutôt des mouvements de FOMO au spot. Donc du coup, voilà. Ici, est-ce qu'on peut considérer que ce niveau a été pris ? Oui, je pense, parce qu'il était un petit peu mis, au pif au sein de, vous le voyez, ces clôtures de contrat qui étaient là. Donc au milieu d'une bougie, finalement, en 5 minutes, dont on ne sait pas grand-chose. Et puis derrière, toujours pareil, on a peut-être ici quelque chose d'intéressant, au sens où sur Ethereum, à peu près dans cette zone-là, on peut considérer que le top, pour le coup, est un petit peu shorté. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement j'ai une hausse du prix, une hausse du nombre de contrats, mais une baisse du funding. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui sont rentrés, qui ont acheté des contrats dans cette zone, sont potentiellement des shorters. On sauve ça, on passe sur les poches de liquidité. J'espère pas faire trop long aujourd'hui, si j'aimerais bien me soigner par rapport à ça. On est déjà à 27 minutes, donc on va avancer assez vite. Alors là, on est peut-être venu chercher 27,5. Donc dans ce mouvement-là, on est peut-être venu chercher la grosse bulle qui est ici.
À voir, à voir. En tout cas, pour le moment, on a plutôt une action de prix qui est en faveur des longueurs, c'est-à-dire plus de longueur que de shorter, c'est-à-dire que c'est plutôt baissier. Et en l'occurrence, ici, vous le voyez, 5,7 milliards de différence en position leveragée. Ça veut dire qu'on a plus de longues que de short. On a quand même ici une phase, vous le voyez, qui est rentrée en short sur toute cette zone-là. Mais étant donné qu'on a la même chose en face, bah, ça s'annihile. Vous voyez que le delta ne revient pas vers le bas. Hein, on ne revient pas vers l'équilibrium ici. Donc au niveau liquidité, on va dire que ça subodore, ça suppute, ça sous-entend qu'on aura peut-être une action baissière d'ici peu. Voilà, en tout cas, on a de la liquidité en dessous, il faut faire attention à ça. Sur Ether, on a l'air d'avoir vraiment pour le coup corrigé la grosse position dont je vous parlais tout à l'heure. On corrige aussi la grosse position qui est ici, en tout cas si elle est en levier x100, c'est-à-dire soit si elle est orange, soit si elle est vert foncé. Si ça n'est pas le cas, ça n'est que partie remise. En tout cas, ici sur Ether, on est sur un peu la même idée. 3,12 milliards de positions leveragées en dessous du prix, ce qui pourrait potentiellement nous donner une action de prix baissière, sauf à voir si jamais on est dans tout simplement une volonté très forte d'achat au spot, comme je vous ai montré un petit peu sur le carnet d'ordre avec ces 200 ou 300 bitcoins. En l'occurrence ici, sur les 12 dernières heures, vous voyez qu'on a enclenché à peu près autant de longues que de shorts, mais on est plutôt en train de nettoyer les longues actuellement. Et là, on regarde BTC. Sur la 7 jours, eh bien, on a plutôt nettoyé du short sur tout ce mouvement-là. Par contre, on a une poche qui s'est créée autour des 25,7. 25,7, donc potentiellement un point qu'on reviendra visiter dans les jours prochains. Et petit à petit, on est en train de créer une poche de liquidité également au-dessus du prix, ici autour des 29 300 $. Donc ça, c'est intéressant. Ça pourrait peut-être nous donner de l'upside pour la fin de cette semaine, puisqu'on est, je le rappelle, mardi. Et dans la monthly, vous voyez qu'on est venu chercher la grosse bande qui est ici, en partie, notamment la partie jaune et un petit peu plus haut encore. Voilà, pour le moment, attention au 24,2, voire 21,5 qui menace, mais pour le moment, il semblerait qu'on soit plutôt en train de respecter la 7 jours que la 1 mois. Donc, assez difficile de rester en position sur des très gros leviers pendant 1 mois sur des très grosses sommes, parce que ça coûte relativement cher en funding. Et puis ici également sur Ether, c'est à peu près la même analyse en ce qui concerne la 12 heures. Sur la 7 jours, on est dans le jaune pour le coup autour des 2000 $, donc ça c'est suffisamment intéressant pour le dire. Par contre, on a une très grosse bande qui n'a pas été visitée ici, et beaucoup de gens, vous le voyez, qui depuis qu'on a visité les 1700 $, il y a de ça donc, c'était le 25 mai, donc il y a 5 jours, on a assez fortement longué Ethereum dans cette zone-là. Donc la question c'est, est-ce que Ethereum va revenir jouer avec les 1700 $, ou alors est-ce qu'il va laisser toute cette partie verte ici gagner et aller péter les 2000 $? C'est un petit peu la question du moment. On essaiera d'y répondre en conclusion de cette vidéo. Et sur la 1 mois, eh bien, c'est la même chose sur Ether. Quelque chose à faire peut-être potentiellement sous les 1006, voire sous les 1440. Et ici, pas mal de choses à faire au-dessus des 2000, voire 2290. On est en train de passer dans le jaune dans cette zone-là, mais plus de longueur que de shorter, ce qui est relativement normal. On a plutôt tendance à longuer la crypto d'une manière générale. On va revenir sur BTC face au dollar. On va se mettre en 4 heures puisqu'on l'a pas encore traité. Hop. Alors sur le 4 heures, on peut peut-être voir un nouveau support ou en tout cas quelque chose qui tient pour le moment autour des 27,5. Personnellement, je dirais que on va garder cette droite jaune ici, là, vous le voyez qu'on a tenu depuis un moment, enfin qu'on garde sur la charte depuis un moment. Donc je dirais que 27,449 peut être un signal qu'on perd quelque chose. On a aussi également cette trend d'accumulation en 4 heures, vous le voyez ici, qui est plutôt propre. Donc revenir la tester, ça serait pas vraiment un souci à ce stade. Vous voyez également qu'on s'est fait rejeter, et ça j'en avais parlé déjà hier, par une vieille trend en 4 heures également, qui est une trend de distribution. Donc là on est en train de comprimer entre deux trends. Si on part en haut, c'est le signal entre guillemets, si on part en bas c'est le signal. Donc clôturer une bougie entière en 4 heures au-dessus de cette ligne là est une bonne nouvelle pour les longueurs. Clôturer une bougie entière en dessous de cette ligne là est une bonne nouvelle pour les shorters. Dans tous les cas, personnellement je privilégierais plutôt peut-être une perte de cette petite trend là qui est moins dans une time frame plus petite, donc elle est entre guillemets moins puissante, moins sûre.
Peut-être potentiellement revenir chercher tous les longueurs, ceux qu'on a vus dans le fameux delta, dans une zone entre 26,8 et 26,3. Personnellement, ça serait mon scénario privilégié, en tout cas en 4 heures. Sur le 1 heure, on est timidement baissier pour le moment, enfin pas de confirmation qu'on est réellement baissier, d'ailleurs il faudra faire un nouveau plus bas ici de ce côté-là, ce qui correspondrait effectivement à perdre la trend. La trend que je vous donnais tout à l'heure en 4 heures, vous pouvez aussi la marquer en 1 heure ici, c'est-à-dire clôturer une bougie 1 heure entière en dessous de cette trend là. Si vous voulez être plus rapide mais moins précis sur votre signal, vous pouvez très bien le faire. Et puis en 15 minutes, pour moi, on est sur une structure plutôt haussière. Si jamais on enfonce le creux qui est ici, là, vous le voyez, qui nous donne ce fameux plateau, ce niveau de résistance. Si jamais on l'enfonce, c'est pas très bon, ça veut dire qu'on va attaquer potentiellement cette zone-là. Si jamais on réussit à ne pas l'enfoncer et à venir péter cette trend de distribution en 4 heures, la orange qui est ici, à ce moment-là, c'est très bon signe pour éventuellement placer du long. En 5 minutes, on va pas faire le 1 minute, même si c'est intéressant, il y a quand même pas mal de bruit. Donc je considère, moi, personnellement, en tout cas, sur la structure, jouer plutôt le 5 minutes, mais regardez éventuellement pardon, les retournements en 1 minute. Pourquoi regarder les retournements en 1 minute? Parce que vous allez toujours avoir un petit temps d'avance. Par contre, beaucoup de bruit dans le 1 minute, donc bien évidemment, faites gaffe à vos miches. Et en l'occurrence, on voit assez bien que la 5 minutes à ce stade est plutôt baissière. Donc celui qui va chercher du scalp ici dans la zone, soit il dit oui, je pense qu'on n'enfoncera pas ce niveau-là. Concrètement, hein. Là tout ça c'est plus ou moins du bruit sur une plus grande structure, donc je ne pense pas, je pense qu'on va rebondir une nouvelle fois dessus, donc on ne l'enfoncera pas, le fameux creux que je vous ai montré tout à l'heure. Soit effectivement c'est son signal, c'est-à-dire au moment où on l'enfonce effectivement, du coup vous comprenez que ici vous avez, on va dire que là on était le 28 mai. Ici, vous avez du longueur qui est rentré, vous en avez même très légèrement qui s'est égaré avant qu'on fasse ce mouvement-là. Vous le voyez, toute cette zone-là, vous avez des gens qui ont longué, donc ils ont leur stop là. Vous avez des gens qui ont longué également une deuxième fois quand on a eu ce rebond-là ici, une troisième fois ici et une quatrième fois ici. Donc qu'est-ce que vous avez là potentiellement? Vous avez potentiellement un setup intéressant pour une accélération baissière si jamais on perdait, et ça, je dirais jusqu'à à peu près ce niveau-là, c'est-à-dire les 27. Donc l'idée ici, potentiellement, c'est si jamais on a une mauvaise nouvelle, quelque chose de pas génial, un truc qui est pas vraiment top, qui se met en place, peut-être potentiellement ici aller chercher plutôt du short. En tout cas, pour le moment, pour moi, le signal n'est pas encore validé, il n'est pas encore là, il n'est pas encore prêt, mais j'aurais peut-être plutôt tendance ici à jouer, encore une fois, je vous le répète, cette petite correction-là avant de repartir plus haut. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais éternuer. Je vais tousser, pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, on fera peut-être un petit peu plus de la stablecoin dominance et peut-être s'il y a de la news, des sujets un peu plus axés news. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'actions de prix et beaucoup de, on va dire, chartisme et études de la price action. Mais en l'occurrence, ça n'est que partie remise pour faire un petit peu plus de fondamental et ce genre de choses. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le dire, à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera: est-ce que vous avez tendance à en permanence refaire votre maison, c'est-à-dire tout rénover, voilà, est-ce que vous avez tout le temps des grands projets, etc., que ça soit par un sous-traitant ou avec vos propres mains, ou alors est-ce que vous êtes plutôt, c'est cool, on est bien, la maison elle est chouette, on s'en fiche, et finalement c'est pas grave, ça restera comme ça restera, jusqu'à ce qu'on la vende. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pas trouvé de meilleures questions à la con pour aujourd'hui, mais on en trouvera une meilleure demain. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt et ciao, merci à tous.